Bonjour à tous ou bonsoir à tous. En tout cas, ici, on est bien content de vous avoir avec nous ce soir à Bassin-Labou parce que ce soir, on va parler de quelque chose qui font la fierté d'un grand nombre des Réunionnais, en tout cas d'une grosse communauté réunionnaise qui est tout ce qu'on peut appeler le Malbar de la Réunion. Le Malbar de la Réunion passe par des fêtes, beaucoup de fêtes, quelques fêtes qui ont été reconnues dernièrement et on s'en félicite, pardon. Et actuellement, on est dans ce qu'on appelle le Deepavali. Et pour m'en parler aujourd'hui, j'ai ce maître d'œuvre qui n'est pas seulement docteur, mais qui est aussi le maître d'œuvre du Deepavali à Saint-André, le docteur Shanmugam. C'est ça, docteur? Oui, merci, oui, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. J'ai du mal à prononcer quelquefois Shanmugam, mais j'ose même pas dire le prénom parce que c'est un peu plus compliqué. C'est un prénom qui est Selvam. Selvam. Ah, voilà. Et docteur. J'appelle docteur. Oui. Docteur. Depuis très longtemps dans cette encre, on va dire une encre, qui t'a plongé au fond de la tradition tamoule ici à La Réunion pour forcément défendre une culture ou sinon porter plus loin la culture tamoule à La Réunion. En fait, la culture tamoule, elle est très ancienne. Elle est très ancienne puisque certains me disent même moins de 10 000 ans avant Jésus-Christ. En tout cas, la civilisation de la vallée de l'Indus et le début même de la civilisation indienne. Et donc, nous sommes héritiers d'une grande civilisation qui a vraiment régné sur l'océan Indien et l'Asie du Sud-Est. Et donc, par la suite, je me suis dit, mais dommage que nous avons perdu toutes ces valeurs-là. Cette tradition-là. Cette tradition-là. Ouais. Et il y a des choses que nous avons réussi grâce à nos ancêtres, grâce à nos ascendants, grâce à nos parents, grands-parents, réussi à maintenir. Mais quand même, nous étions dans une société coloniale, avec donc une perte quand même de nos valeurs culturelles, etc. Et donc, quand je suis rentré de mes études de médecine, et je me suis dit, moi-même, j'étais ignorant de toutes ces valeurs-là. Et donc, il faut qu'on se réapproprie, non pas se réapproprier pour pouvoir garder pour soi, mais réapproprier pour pouvoir partager avec la société réunionnaise. Donc, il faut déjà connaître toutes ces belles festivités, le message qui est derrière. Oui. Et partager ces gens-là avec tous les Réunionnais, parce que parfois, certaines personnes de la Réunion ont un mauvais jugement sur la religion malbar. Bien sûr. Ils ont un mauvais jugement sur la culture malbar. Bien sûr. On les a présentés de cette façon-là. Bien sûr. Mais docteur, juste après 1848, après l'abolition de l'esclavage, il a fallu une main-d'œuvre ici à La Réunion. C'est ce qu'on appelle l'engagiste. L'engagiste a été fait avec des gens qui ont été apatriés, à Madagascar, un petit peu en Afrique. Les Chinois sont venus un petit peu après, mais en tout cas, les Indiens étaient venus en grand nombre ici, avec ce qu'on appelle un billet non-retour. C'est-à-dire, ils sont venus ne sachant pas s'ils allaient repartir. Parce que c'était une promesse qu'ils allaient repartir, mais c'était une promesse un petit peu, comme on dit chez nous, un petit peu en l'air, pas d'écrit, rien du tout. Ils sont venus ici pour travailler. C'était ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, on appelle ça une diaspora. C'est-à-dire qu'ils viennent ici, ils travaillent, ils envoient de l'argent dans leur pays. C'est ce qu'on appelle en français la diaspora. On est toujours cette diaspora-là, sauf qu'on est une diaspora qui n'est plus vraiment au sens littéraire du mot, puisque les Indiens d'ici n'envoient plus d'argent en Inde. La diaspora mahoraise, peut-être pas, mais en tout cas la diaspora comorienne existe, puisque des Comoriens viennent ici travailler et envoient de l'argent aux Comores. Les Malgaches, il y a des Malgaches qui viennent ici et qui envoient de l'argent de l'autre côté. Alors, cette diaspora après 1848, qu'on appelle les engagés, qui sont arrivés ici de force ou de gré, mais plutôt de gré, puisque c'est eux qui ont décidé de venir. On ne les a pas forcés. Mais ce n'était
pour fuir aussi un petit peu la misère qu'il y avait en Inde. Et ici, on leur a fait penser qu'on pouvait avoir aussi une vie meilleure et ensuite retourner avec un peu d'argent pour leur famille de l'autre côté. Sauf que ça ne s'est pas fait comme ça. Il y avait un bateau pour venir, il n'y avait pas de bateau pour repartir. Quand ils sont arrivés ici, à La Réunion, ils sont arrivés avec une culture, avec un savoir-faire culturel et cultuel, hein, surtout avec des rythmes. Hein. On n'était pas vraiment lésés dans l'affaire parce qu'ils étaient quand même, on va dire, un peu privilégiés parce que les grands blancs des grandes usines les laissaient faire leur chapelle au bord à côté de l'usine, etc. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression que cette tradition culturelle, hein, a perdu un petit peu de son originalité? Est-ce que aujourd'hui ici, on n'a pas l'impression que notre Dipavali est un petit peu différent de celui de l'Inde? Est-ce que notre fête Kali est un petit peu différent que celui de l'Inde? Notre marche dans le feu est un petit peu différent de celui de l'Inde? La façon dont on coupe le cabri ici, il paraît qu'en Inde, on ne coupe pas beaucoup de cabri, sauf dans des régions encore bien spécifiques. Hein? On n'a pas perdu un petit peu de toute cette magnificence, toute cette culture autour du culte, hein? En fait, toute société évolue. Et la société indienne y évolue aussi. Oui. On a évolué parallèlement. On a évolué parallèlement. Contrairement à l'île Maurice, par exemple. Et donc, on a évolué parallèlement sans avoir eu des échanges qui permettent d'être en symbiose ou en coordination. Mm-hmm. Donc, la société indienne a évolué. Elle s'est, je veux dire, il y a aussi d'autres cultures en Inde. Il n'y a pas que la culture tamoule. Oh oui. Et donc, ce qui fait qu'il y a eu des influences de la culture du Nord, par exemple. Oh ouais. L'influence anglaise, ouais. qui a joué aussi un rôle. Donc, l'influence du sud-ouest de l'Inde, avec Goa, par exemple, et toute l'influence des Arabes, comme on les appelle ici, qui n'est pas péjoratif pour autant, hein, bien sûr. En tout cas, même l'hindouisme aussi évolue. Oh ouais. Parce que ce n'est pas une religion figée, c'est une religion avec des strates. Quand il y a des sages, des philosophes, des spirituels, ils ont fait évoluer l'hindouisme. Nous, à La Réunion, on s'est retrouvés coupés de notre pays de source. On s'est retrouvés par la guerre, par les différentes guerres, par l'isolement, par la départementalisation, par le fait qu'on n'avait plus de contact avec les Indiens de l'Inde, avec nos familles, avec nos cousins, avec nos cousines de l'Inde, on n'a plus de contact. Donc, on s'est retrouvés isolés. Et quand on s'est isolé, on a gardé les coutumes, les traditions de l'époque où on est venu. Voilà. Et on est resté, la vie s'est arrêtée à un moment T. Voilà, on est resté figé sur ces traditions qu'on a transmises autant qu'on peut à nos enfants, petits-enfants, etc. Et parallèlement, en Inde, ils ont évolué d'une autre façon. Il y a eu une évolution philosophique, spirituelle. Ils ont décidé de ne pas faire de sacrifices d'animaux dans les grandes villes, etc., etc. Donc, ce qui fait qu'il y a eu des développements parallèles, mais quand même, malgré tout, la source est la même. Bien sûr. Et le dénominateur commun, c'est quand même la culture dravidienne tamoule. Donc, ce qui fait que les anciens, les descendants des engagés, bien sûr, n'envoient plus l'argent à nos cousins, parce qu'ils ne connaissent même pas ce qu'ils sont. Et puis, il n'y a plus de facteurs pour envoyer l'argent. Voilà, il n'y a plus de facteurs pour envoyer l'argent. Mais par contre, la diaspora indienne qui vit par exemple à Dubaï, dans les pays du Moyen-Orient, aux États-Unis, ça, c'est au Canada. Une diaspora. Voilà, la diaspora récente qui est partie parce que ce sont des professionnels, ce sont des spécialistes, ce sont des gens qui sont médecins, banquiers, etc. Eux, ils ont laissé leur famille en Inde et ils continuent d'avoir l'argent. Et d'ailleurs, on sait qu'au niveau de l'Inde et le Pakistan aussi, ce sont des pays qui reçoivent le plus d'argent de la part des travailleurs dans le monde. Bien sûr. Ils envoient l'argent à leurs familles, à leurs femmes, à leurs enfants pour les éducations et tout. Mm-hmm. Et donc l'Inde s'enrichit des devises étrangères envoyées par sa diaspora indienne dans ces pays-là. Ouais, c'est quand même, enfin, si on veut parler un petit peu politique, c'est quand même une grosse part du PIB indien, hein, qui est l'apport extérieur des expatriés. Oui. Hein, voilà, c'est une des communautés expatriées la plus importante au monde. Voilà. Les Chinois. Les Chinois aussi. Les Indiens. Et donc, toutes ces personnes-là, parce qu'il y a eu donc... on a besoin de main-d'œuvre qualifiée. On a besoin de main-d'œuvre non qualifiée et qualifiée.
Et donc, il y a des opportunités d'emploi dans ces pays du Moyen-Orient qui attirent ces gens-là. Et qu'après, ces gens-là, ben moi, je connais des médecins, par exemple, qui sont des éminents spécialistes aux États-Unis, et donc qui sont installés aux États-Unis. Mais maintenant que l'Inde se développe, ils sont en train d'envisager un retour et s'installer avec la technicité, avec la spécialisation dans des cliniques privées, etc. Et d'ailleurs, beaucoup de Mauriciens vont se faire soigner maintenant à Chennai, parce que c'est moins cher que d'aller se faire soigner aux États-Unis ou bien en Angleterre, et pour une qualité de soins équivalente aux États-Unis. Bien sûr. Alors, docteur, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts entre les premiers, les Dravidiens, comme on dit ça. C'est-à-dire que l'origine même du peuple tamoul, les Dravidiens, c'est les premiers qui ont connu Brahma, Shiva et Vishnu. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je dis il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, il y a des années qui se sont écoulées. On parle là de 5000 ans, mais tout à l'heure, on m'a dit qu'il y a presque 10 000 ans de cela. Et on n'a peut-être pas le retour sur 10 000 ans de cela. Mais en tout cas, beaucoup de choses se sont faites. Est-ce que cette religion tamoule que l'on a ici à La Réunion et même en Inde, elle va évoluer encore jusqu'à un moment donné se perdre, parce qu'il paraît qu'on est vraiment à la limite de ce que peut faire une religion. 5000 ans, quand même, ça fait beaucoup. Et beaucoup de religions, comme la religion égyptienne, par exemple, qui date de 5000 ans aussi, si on peut parler d'une religion égyptienne, je sais bien qu'il y a des gens qui m'entendent et qui vont me dire « Attention, là, l'Égypte, c'est pas une religion. » C'était une religion, mais il n'y en a plus. La religion chrétienne qui date de 2000 ans, on le voit évoluer de plus en plus, on ne sait pas jusqu'à quand elle va... Mais 5000 ans, c'est vraiment la première religion, et la religion la plus ancienne qui existe dans le monde aujourd'hui. Il faut se le dire, non, quand même. L'hindouisme, pour ne pas employer le mot la religion tamoule, quoique j'aime bien le mot la religion tamoule. C'est la même chose, non. Il n'y a pas d'erreur à dire la religion tamoule. C'est l'hindouisme pratiqué en tant que tel par les Tamouls. On va appeler ça. Mais ceci dit, ce qui fait la force de l'hindouisme, c'est l'absence de dogme. L'absence de dogme veut dire que l'hindouisme est une religion qui s'adapte. Il s'adapte à l'environnement. Quand vous mangez sur feuilles de banane, quand vous faites un padel, quand vous mettez des feuilles de manguier, quand vous mettez le gingembre, quand vous mettez tous ces produits-là, ce sont des produits à nous locaux. Oui. Donc on a une religion qui va utiliser les produits locaux, le coco, banane, etc. Mais et ça, c'est sa force. Ce n'est pas une religion qui est transposée de l'extérieur, qui vient du pôle Nord ou du pôle Sud. Ce n'est pas ça. Donc, ce qui fait que ça, c'est le côté culturel. Et dans le côté... On va dire que la religion est très intrinsèquement liée au pays. À l'environnement du pays. Voilà. Et donc, ce qui fait que dans l'environnement indien, on ne peut pas utiliser... Des références, des outils, entre guillemets, qui viennent des Alpes ou bien des choses comme ça. Donc, il n'y a pas de fromage là-dedans. Voilà, il y a un fromage, mais c'est vraiment la religion pays. Et c'est pour ça qu'à La Réunion, on s'est accroché, parce qu'on est dans le même environnement. Ça, c'est au niveau apparence. Mais c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que même au niveau de la philosophie et de la spiritualité, moi je dirais même que c'est un peu comme le gâteau millefeuille. C'est-à-dire qu'en fait, chaque sage, chaque philosophe, il vient ajouter une couche de spiritualité dans cette religion-là. Et ce qui fait que finalement, au fur et à mesure, c'est une religion évolutive. Elle évolue par sa spiritualité, par la sagesse et par l'ajout de chaque grand sage, de chaque philosophe spirituel qui vient ajouter ça. Donc c'est fait que c'est une religion qui est évolutive, alors que par exemple, quand on dit un dogme, le dogme est décidé au départ et on le garde le même dogme. Et donc ce qui fait que celui-là, elle s'adapte à l'environnement, à la société, d'où sa vivacité, d'où son dynamisme, et qui fait que finalement, depuis même moins de 10 000 ans, elle est toujours présente et toujours vivante. Donc elle ne va pas
s'arrêter. Elle ne va pas être comme les anciennes religions d'Égypte et Bien tout. sûr. Parce qu'il y a cette vivacité qui est intime à ça. Bien sûr. Alors, docteur, je suis content qu'on en parle de ça, là, actuellement, parce que ça me permet de rebondir sur cette deuxième partie de cette émission-là, qui est la tradition et la modernité. Alors, quand je dis tradition et modernité, ça vous fait penser forcément à quelque chose. Entre tradition et modernité, le Deepavali de Saint-André. Qui démarre cette semaine-là, et ensuite le titre, la thématique, c'est la tradition et la modernité. Et là, vous venez juste d'expliquer un petit peu pourquoi cette modernité-là, on le retrouve là-dedans. Alors, on va parler de ce Deepavali-là, puisque on a fait un petit peu l'historique de la religion tamoule, parce que moi, j'aime bien dire la religion tamoule, pour dire l'hindouisme. Moi aussi. Voilà. Et on va parler un petit peu de ce Deepavali à Saint-André, parce que ce Deepavali date de 1989, je crois, si ma mémoire est bonne. 90. Elle a commencé en 89, hein? En fait, l'association Tamil Sangam est commencée fin 89. Oh ouais. Et donc, quand on a voulu lancer des manifestations, parce qu'on était jeunes, on était dynamiques, on voulait lancer des manifestations. On parle là-dedans de les jeunes de 20 ans, on ne peut pas connaître en 1989. Voilà, et donc, notre association Tamil Sangam a voulu lancer le Nouvel An Tamoul, mais vraiment en grande échelle. À Saint-Denis, au départ. En avril 1990. Et je voulais lancer 2 manifestations annuelles. Parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a trop de fêtes dans notre calendrier tamoul. Et donc, on ne peut pas prendre toutes les fêtes. Et on n'est que des bénévoles. Donc, je prends 2 fêtes qui soient équilibrées. C'est-à-dire, en avril, le Nouvel An, et en octobre-novembre, le Deepavali. Et donc, c'est comme ça que j'ai choisi le Deepavali comme la manifestation à lancer. Mais je n'ai pas choisi uniquement parce que ça équilibre 6 mois après. Parce qu'on est quand même des bénévoles, on a notre travail, notre famille. On ne peut pas trop passer notre temps aussi à faire des manifestations. Mais là, ça te permet, on s'est limité à 2 rendez-vous annuels. Ça, c'est la première explication. Et l'explication aussi, c'est que pourquoi j'ai choisi Deepavali? Parce que Deepavali, l'avantage, c'est que c'est une fête qui est complète. Elle n'est pas uniquement une fête religieuse. Elle n'est pas uniquement une fête cultuelle. Elle n'est pas forcément une fête familiale. Elle n'est pas forcément une fête sociale. Il y a aussi l'aspect spirituel. L'avantage, c'est que cette fête-là, elle ressemble toutes ses facettes. C'est pas... Donc, en fait, finalement, j'arrive dans une seule manifestation à dire, voilà, c'est une fête de famille. La famille fait carême. La famille célèbre la déesse Lakshmi. Et on essaie de prier pour que notre foyer, notre vie conjugale soit prospère. Et que, voilà. Donc on prie la déesse Lakshmi. Donc c'est une fête familiale. Bien sûr, on nettoie la maison, on fait propreté, on fait un bain de l'huile ce jour-là, on met des habits neufs. Tout ça, c'est vraiment une fête individuelle et familiale. L'après-midi, on donne des gâteaux à nos voisins, on partage, on est content. Donc c'est une fête sociale, etc. Et bien sûr, c'est un symbole spirituel très fort, c'est la victoire du bien sur le mal. Rama qui rentre après 14 années d'exil, et qui arrive et qui est accueilli par des lumières. Ça me fait penser quelquefois un peu à la Bible où quand Jésus entre à Jérusalem et qu'il est accueilli avec des rameaux d'olivier, par exemple. On ne va pas dire que tout est lié, mais il y a des ressemblances. Rama qui, lui, arrive après 14 ans d'exil et qui est accueilli dans sa ville, parce que c'est le bienfaiteur. Son prince. C'est le prince. Et accueilli avec la lumière. Et il arrive en ville. Et c'est ça qui fait tout ce Deepavali, c'est-à-dire que la lumière doit être en ville et non pas ailleurs. Ça a fait un petit peu polémique quelque temps quand on a fait des Deepavali en dehors de la ville. Oui, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça aussi. Mais en fait, au départ, si vous voulez, dans le concept de Deepavali à Saint-André en particulier, justement, par inspiration par rapport à la mythologie de Ramayana, j'ai voulu justement que Saint-André devienne la ville de lumière. Et à partir de ce moment-là, la lumière vient dans la ville et les habitants de la ville accueillent cette lumière. C'est le principe fondamental de Deepavali. D'où j'ai demandé à la mairie de l'époque, à la municipalité, de décorer, d'illuminer, de faire tout parce qu'on va accueillir la lumière. Et donc ce char qui descend
et qui traverse la ville apporte cette lumière-là. C'est ce symbole. Après, est arrivé un petit peu côté politique des choses. Je ne rentre pas dans ce débat-là, puisque ce n'est pas ça le sujet. Bien sûr. Mais je veux dire, à un moment donné, nos décideurs locaux voyaient plus une animation de la ville que le symbole que j'ai voulu lancer au départ. Donc à partir de là, ben voilà, on va faire comme une manifestation, on va faire comme une fête, ben on mettra ça en dehors de la ville, on va pas. Donc voilà. Et j'étais contre. Ouais, je me rappelle de ça. J'étais contre, Ah j'ai fait une pétition avec les associations, etc. Et j'ai voulu absolument que ça revienne. Et au bout de quelques années, c'est revenu. C'est revenu. Et c'est revenu. Ouais. J'étais très content parce qu'en fait, et c'est la spécificité de ce Dibavali, parce que j'ai même été un petit peu critiqué en disant, ben oui, mais Dibavali, ça ne se fait pas comme ça. En Inde, c'est une fête familiale. À Maurice, c'est une fête familiale. Mais comment ça se fait que ce docteur Shanmugam, il se met à célébrer Dibavali sur la place publique? Avec des spectacles, des danses, des feux d'artifice. Rama, quand il est entré dans la ville, voilà. c'est tous les gens qui étaient chez eux qui sont sortis à l'extérieur. Voilà. Hein? Mais ça, ils oublient un petit peu. Mais donc, mon idée, c'était quoi? C'est que dans notre île à nous, une île au pluriel, avec tout le métissage, avec toute la diversité, avec toute la richesse de la population, une belle fête comme ça, on ne peut pas la garder entre quatre murs d'un temple. Il faut absolument que je sorte à l'extérieur. Il faut que cette lumière soit partagée par tous les Réunionnais au-delà d'une communauté donnée. Donc, c'est ça l'esprit. C'est ça le concept, qui est différent du concept de Dibavali dans les pays traditionnels comme l'Inde ou Maurice. Bien sûr. Et puis, on s'adapte aussi ici à la Réunion. Donc, forcément, notre Dipavali ici ne ressemble peut-être pas au Dipavali de Maurice. Déjà, on ne s'appelle pas pareil. Ici, on dit Dipavali. À Maurice, on dit Diwali. Mais en fait, c'est pour ça que parfois, il y avait quelques mots des puristes qui disaient « Mais non, ça ne fait pas comme ça ici ». En fait, je fais exprès, volontairement, parce que, comme je savais aussi que parfois certains avaient des a priori sur la religion tamoule, mais je voulais montrer, mais non, regardez, c'est une valeur universelle, la victoire du bien sur le mal. C'est une valeur qui n'appartient pas à aucune communauté. Tout le monde à La Réunion, on a envie que la victoire du bien sur le mal. Donc ce sont des concepts, des valeurs qui doivent être partagés par tout le monde et montrer aussi que dans la religion tamoule, c'est un principe de base fondamental. Voilà, et cette fondamentalisme de base, là, ça va s'effectuer le 15, le 16, le 17, le 18 et le 19 à Saint-André. C'est là, cette période-là, ça commence tout de suite, et avec plusieurs manifestations. On ne va pas le répéter parce qu'on peut aller sur plusieurs sites. Le site de la mairie de Saint-André pour voir tout le programme d'ailleurs. Je ne sais pas si Richard va pouvoir le mettre, mais le site de Saint-André. On a fait une conférence de presse qui est sur YouTube aussi, on peut aller le vérifier. Il y a une méla qui est au Parc du Colosse. Alors, les gens m'ont demandé à chaque fois, c'est quoi une méla? C'est quoi une méla? En fait, une méla, c'est des gens qui viennent proposer leur savoir-faire, montrer leur savoir-faire, c'est ça. En fait, mais là, c'est un peu comme une foire au sens noble du terme, où on peut très bien rencontrer les commerçants, on peut rencontrer des artistes, on peut rencontrer des gens qui font des artistes de rue, et tout ça, ça fait un mélange, des manèges, des spectacles, mais c'est tout un mélange, il n'y a pas que le côté commercial. Et donc, tout ça ensemble, mais c'est un mélange, c'est un mélange. Voilà, donc, un mélange, exactement. Et donc, c'est ça la beauté en Inde. Et d'ailleurs, quand vous allez dans des villages en Inde, il y a des mélas où, par exemple, il y a des commerçants qui en profitent pour vendre les petites babioles. Bien sûr. Il y a des artistes qui profitent de la foule pour montrer un peu le talent. Et tout ça, ça fait un charme. Et on est dépaysé et on est tout heureux de se retrouver impliqué dans cette foule très variée, très colorée. Bien sûr. Et qui fait le grand plaisir. Donc on a voulu modestement reprendre cette ambiance. Et c'est pour ça qu'on fait cette mêlée-là chaque année. Bien sûr. Voilà. Alors vendredi soir, le grand spectacle. Le samedi, le défilé dans la ville qui va partir de la mairie jusqu'à l'avenue de la République. Et ensuite, le dimanche, là, je pense qu'il y aura énormément de gens qui seront au Parc du Colosse parce que là, tout le monde adore ça. C'est le Holi.
c'est le holly, avec le matin le holly pour les enfants et l'après-midi le holly pour les adultes. Il faut venir habillé en blanc, forcément, bien sûr, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très, très haut en couleur, on va dire. Hein. Moi, j'ai fait des holly en Inde, et on a des images qui sont sur YouTube, on a fait des émissions comme ça, on est sorti de là, on était de toutes les couleurs, on était très contents. Hein. Mais c'est ce message de joie et de fraternité et d'amour envers le prochain qui est le message de Deepavali. Bien sûr. Et pourquoi cette année, c'est encore plus d'importance? Parce que vous avez vu dans les actualités, il y a eu beaucoup de vandalisme, il y a eu des bêtises, il y a eu des voitures qui ont été qui ont reçu des coups de gueule et des trucs comme ça qui sont des gens. Donc beaucoup de violences gratuites. Et donc par rapport à tous ces messages de dégradation de statues, dégradation des cimetières, etc. Nous avons cette magnifique richesse qui est notre vivre ensemble. Cette richesse ne mérite aucune tâche, aucune obscurité. Et Deepavali, c'est la réponse à ces gens-là. C'est la réponse à ces personnes qui cassent, qui n'ont pas de valeur, et qui ne se rendent pas compte que nous avons ce trésor. Notre sous-sol n'a peut-être pas de pétrole, mais nous avons cet amour de l'autre et cette vivre ensemble. Et c'est ça notre meilleure réponse à ces bêtises. Et donc Deepavali, par sa valeur, par sa philosophie, par cet amour envers l'autre, on vient se mélanger, on vient se partager. Et c'est cette beauté-là qui est le meilleur outil de responsabilisation. Et d'ailleurs, je dis, le vivre ensemble, c'est la responsabilité de chaque citoyen. C'est pas quelque chose qui, nous, en tant qu'association, qui doit prôner, mais il faut que ce soit prôné par chaque citoyen et la responsabilité de chaque citoyen. Et c'est comme ça qu'on va avancer notre île. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, docteur Shanmugam. Et on se dit en ces quelques jours-là à Saint-André pour le Deepavali. Puis après, le Deepavali se fête pas forcément à Saint-André aussi, mais un peu dans toutes les communes de la Réunion. Et on se fera un grand plaisir de vous repasser des images, parce que je crois qu'il y a un soir où on est en direct avec Télécréole, en direct, dans le Deepavali. Je crois que c'est vendredi soir pour le concert, l'inauguration. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci beaucoup. Vous avez cuisiné tout à l'heure. Oui. Un riz indien, voilà. En fait, un riz indien, mais que même en Inde, j'ai pas goûté un riz aussi bon. Merci beaucoup, Bernard. C'est Bernard. Donc aussi bien le poulet à l'indienne. Voilà, le riz, c'est très parfumé, et sans être trop épicé. Et c'est très agréable de manger ça. Donc, merci beaucoup à Bernard de nous avoir fait goûter ça. Merci beaucoup, docteur. Merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui. Nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle émission culturelle, économique, touristique, pourquoi pas. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à bientôt.